Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un chapitre donc de chimie, le dernier avant le fameux cycle mécanique, donc un chapitre sur la cinétique chimique. En fait, ce chapitre va porter sur les réactions chimiques qui vont prendre du temps et les moyens pour pouvoir les suivre au cours du temps. Donc ici dans le diaporama, on se retrouve avec quelques réactions chimiques lentes, comme par exemple la formation du verre de gris sur une statue de cuivre qui prend énormément de temps, ou la consommation de ce fil de fer par un acide avec formation de bulles qui également prend quelques instants. Donc voilà, c'est parti donc pour ce chapitre 13 où on se pose donc la question si toutes les réactions chimiques sont-elles immédiates. On commence par un grand 1 avec un exemple de transformation. Donc vous avez des exemples de transformation rapide où par exemple on va retrouver cette réaction que vous avez fait depuis toujours, où on mélange du nitrate d'argent avec des ions chlorure et on obtient un précipité blanc qui se forme tout de suite. Donc la formation est instantanée. Voilà. Ensuite, autre chose, vous avez ici donc une réaction qui peut être lente. Par exemple, si vous mélangez des ions iodures en présence d'ions, alors ça ne s'invente pas comme nom, hein, des ions peroxodisulfate, on va avoir une formation de diode. Le diode, c'est une entité qui est colorée, hein, qui peut être jaune et puis qui va être brune. Et puis donc regardez effectivement hein, ces images ici, donc au départ, hein, quand on mélange, c'est jaune pâle. Et puis au fur et à mesure du temps, vous voyez que effectivement la solution va devenir de plus en plus jaune, puis va même être brune. Autre réaction lente possible, ce fameux précipité blanc que j'ai évoqué tout à l'heure, et ben, il peut virer au noir en présence de lumière. Et ça prend quelques minutes. Également un exemple de transformation qui sera lente. Donc en gros, ce qu'on va faire nous dans ce chapitre, c'est qu'on va étudier la réaction chimique. Donc en gros, il faut qu'on soit capable, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir suivre la quantité de matière ou la concentration d'une espèce chimique. Et pour ceci, donc, on a diverses méthodes. L'une d'elles consiste à avoir des capteurs qui en fait vont convertir euh, un paramètre physique en donc, quantité de matière ou concentration. Le paramètre physique, hein, ça peut être par exemple, on l'a déjà vu hein, dans le chapitre 11, l'absorbance. L'absorbance, sont la mesure, et si l'entité est colorée, on peut avoir accès à la concentration par exemple. Donc en gros, ensuite, hein, on obtiendra ce genre de courbe hein, que vous n'allez pas copier, où effectivement, au cours du temps, on va voir hein, qu'il y a de plus en plus de quantité de matière de produit qui va se former, c'est pas immédiat, et qui finalement, au cours du temps, on peut avoir également accès à la quantité de matière de réactif qui va, elle, diminuer. Donc juste à copier ces 4 lignes, hein, ne copiez pas le graphique hein, qui est juste un exemple. Nous, ce qu'on va définir hein, pour cette courbe, donc c'est une définition qui est à connaître par cœur, c'est le temps de demi-réaction, qu'on va noter hein, tout simplement T1,5. Donc en fait, ça va être une valeur pertinente pour pouvoir comparer plusieurs réactions plus qu'une courbe, c'est-à-dire, ah tiens, ça a mis 10 secondes pour ce temps de demi-réaction contre 20 secondes. Donc c'est une grandeur qu'on va pouvoir comparer. Sa définition est la suivante. Donc c'est ça qui est à connaître par cœur, hein, ces 3 lignes. Il s'agit de la durée pour que l'avancement de la réaction parvienne à la moitié de sa valeur maximale. Ça veut dire quoi? Mais par exemple, si vous avez prévu, via ce que vous adorez, hein, un tableau d'avancement, si vous avez prévu qu'il doit y avoir 2 moles à la fin pour X max, et bien quand X arrive à 1 mol, au bout de cette durée-là, on peut dire que cette durée constitue le temps de demi-réaction. Donc là, vous allez recopier ce graphique, vite fait. Hein. Donc il s'agit hein, de la concentration. Hein. Là, c'est d'une espèce chimique, hein. C'est pas N, mais plutôt C. Hein. C'est un copier-coller d'une page, hein. Donc c'est C hein, plutôt qu'en mol par litre. Donc cette concentration, voilà, elle varie de 0 à 0,7. On voit que la réaction prend 40 secondes. Donc, ce qu'on va faire, hein, ça marche pour la concentration ici, on va repérer jusqu'où on va. Donc visiblement ici, on va jusqu'à à peu près 0,65. D'accord? Donc ce qu'on va faire, ce 0,65 qui est sur l'ordonnée, on va le diviser par 2. Donc en gros, ça va vous donner vers 0,32. Donc voilà. Ce 0,32, on va le reporter sur la courbe. Puis ensuite, on va lire la valeur sur l'axe des abscisses. Et donc, en gros, on peut dire ici que le temps de demi-réaction est de 5 secondes. C'est-à-dire, en tout, grosso modo, la réaction apparemment a pris 40 secondes
pour parvenir à un équilibre, mais c'est pas ce qui est pertinent parce que on voit que c'est très plat sur la fin. On va plutôt prendre, nous, le temps pour qu'on ait la moitié de la valeur maximale. Donc ça peut être avec l'avancement, ça peut être également avec une concentration, comme je vous l'ai dit. Et donc en gros, on détermine le X-max, ou la concentration maximale, donc 0,65. On le divise par 2, donc 0,32, enfin 0,325 en réalité. On reporte sur la courbe, on va sur l'axe des abscisses, et on a notre temps de demi-réaction. Voilà, donc vous, ce que vous devez savoir faire, c'est 1, connaître la définition par cœur, et 2, savoir l'appliquer. C'est pas très compliqué du moment qu'on a compris le principe. Ensuite, on va parler de facteurs cinétiques, c'est-à-dire qu'une réaction chimique, et donc vous avez compris qu'elle peut être plus ou moins lente, et en gros, sa vitesse peut varier. Donc en fait, on va appeler les facteurs cinétiques, comme c'est écrit, tout facteur qui est capable de modifier la vitesse de réaction. Alors il en existe plusieurs, peut-être que vous en avez certains en tête. L'un des plus évidents, c'est la température, d'accord? Donc la température, c'est très simple. On va l'expliquer d'un point de vue microscopique. En gros, plus il fait chaud, plus ça bouge. Et en gros, à quoi on peut assimiler une réaction chimique? C'est en fait, ce sont plutôt des entités qui vont entrer en collision entre elles. Mais c'est pas parce qu'elles entrent en collision qu'il y aura une réaction chimique. Il faut que le choc, comme on dit, soit efficace. Et en gros, en augmentant la température, les chocs vont être de plus en plus efficaces. Et si on a des chocs de plus en plus efficaces, ça va avoir tout de suite une répercussion sur la vitesse de réaction, qui elle aussi va être plus importante. Donc petit 1, la température, donc elle augmente l'efficacité des chocs et donc la vitesse de réaction. Donc là, un petit jeu, pas besoin de copier la courbe juste pour vous. Donc en gros, voilà, sel au moins, donc ça vous évoque rien, en fait, pour son petit nom, c'est l'ion hypochlorite de sodium. Et donc cette l'eau de Javel, en fait, il faut savoir qu'elle se décompose avec le temps, donc 52 semaines, donc 1 an. Et donc en fait, l'eau de Javel que vous avez, avec le temps, elle se dégrade. Donc en gros, voici on a suivi cette décomposition de l'eau de Javel, et l'exercice est le suivant, votre petit jeu pour vous. Il faut que vous associez à chaque courbe une température, soit 20, soit 30, soit 40 degrés Celsius. Donc à votre avis, quelle courbe A, B, E, C représente 20 degrés, quelle courbe représente 30 degrés, et quelle courbe représente 40 degrés. Voilà, donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre sur pause, le temps de réfléchir, et puis ensuite, je vous donne la réponse. Donc allons-y, une petite pause, le temps de réfléchir. Voilà, je vous donne donc maintenant la réponse, une fois que vous avez trouvé, proposé des réponses. Je pense que celui que vous avez trouvé sans problème, c'est 30 degrés. Ensuite, lequel fait 20, lequel fait 40 degrés. Donc voici les réponses. Donc voilà, donc A c'est 20 degrés. En fait, c'est du fait que plus la température est élevée, plus la réaction est rapide. Et donc on voit bien que la décroissance est beaucoup plus rapide pour la courbe C, puisque l'eau de Javel se décompose ici plus rapidement. D'accord? Donc ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai mis à chaque fois le temps de demi-réaction. Donc là, j'ai divisé par 2 la concentration initiale de sel au moins. Donc là, vous voyez que j'ai un temps de demi-réaction de plutôt 2 semaines avec la C. Là, plutôt, allez, 6 semaines avec la B. Et donc là, plutôt 26 semaines, 25-26 semaines avec A. Donc vous voyez, en divisant par 2 la température, ça va se conserver beaucoup, vraiment mieux, quoi. Je veux dire 25 semaines contre 2 semaines, donc il n'y a rien de proportionnel. Donc c'est pour ça effectivement qu'on va vous demander par exemple de conserver de l'eau de Javel au frais pour éviter qu'elle se décompose. Vous gardez une eau de Javel au bout d'un an, donc vous voyez que cette eau de Javel qui était là, si vous êtes dans un endroit serait-ce qui a 40 degrés, vous voyez qu'au bout de 2 semaines, vous n'avez plus que la moitié en eau de Javel. Donc la température est un facteur cinétique qui est assez remarquable. Mais il n'y a pas que la température. L'autre facteur qui est très important à connaître, donc vous devez les connaître par cœur, c'est la concentration d'une espèce chimique. Donc en gros, comment on peut interpréter la concentration? Eh bien, je vais vous faire cette analogie. Vous prenez un gymnase, d'accord, et vous bandez les yeux à une personne, d'accord. Cette personne, elle a le droit de bouger. Ensuite, ce que vous allez mettre dans ce gymnase, c'est que vous allez mettre, on va dire, une quille. Donc la personne elle bouge et dès qu'elle touche la quille, et on peut dire qu'il y a réaction chimique. On va dire, par rapport à la superficie du gymnase et par rapport à une quille, le temps qu'elle trouve cette quille, on va dire que ça va être très très long. Maintenant, admettons qu'on n'a plus qu'une quille, mais je veux dire 1000 quilles dans ce gymnase. Ben, on va dire qu'on a augmenté la concentration, donc des quilles de l'espèce chimique, et donc là forcément la personne a la très grande chance d'être tout de suite en collision avec cette quille, et donc forcément qui dit collision dit réaction chimique.
Donc voilà comment on peut l'expliquer d'un point de vue microscopique que la concentration, donc en fait elle augmente le nombre de chocs, il y a beaucoup plus de chocs par unité de temps, et donc forcément la vitesse de réaction. Il y a également d'autres facteurs qu'on peut évoquer, il y en a plein, hein, je veux dire, voilà, la lumière également, ça peut être un facteur pour des fois amorcer, mais plutôt également pour augmenter la vitesse de réaction. La nature du solvant, dans certains solvants, effectivement, la réaction va se faire de manière plus efficace. Et également la surface de contact. Donc en exemple de surface de contact, ben, si vous mettez un solide, ou plutôt de la poudre, et ben c'est clair qu'avec la poudre, la surface de contact va être beaucoup plus importante, et forcément la réaction va se passer plus vite. Par exemple, vous mettez du zinc dans de l'acide, ça va être très lent, mais par contre si vous mettez de la poudre de zinc dans l'acide, la réaction va être très très rapide. Voilà, c'est quelques exemples, hein, il peut y en avoir plein de facteurs cinétiques. Ceux que vous avez à mieux assimiler, c'est la température, la concentration. D'autres choses qui sont intéressantes également, c'est la catalyse. Donc la catalyse, c'est très important. Hein. Donc en gros, hein, vous avez cet exemple-là, c'est l'oxygéné. Donc en fait, comme l'eau de Javel, ça va être une espèce qui va se décomposer avec le temps, votre oxygéné. Donc avec le temps, l'oxygéné va devenir de l'eau et du dioxygène, elle va se décomposer. Donc c'est une réaction qui est très très lente, mais on peut également l'accélérer grâce à des catalyseurs. Alors, plusieurs exemples de catalyseurs. Le fil de platine. Donc là, j'ai une photo, voilà, qui est assez floue, mais en fait, en gros, hein, vous avez un fil de platine. Donc là, c'est l'oxygéné. Au niveau des fils de platine, il y a des bulles qui se forment. D'accord? Donc là, c'est à connaître. On va parler d'une catalyse hétérogène. C'est-à-dire, pour définir une catalyse hétérogène, le catalyseur appartient à une phase différente que le milieu réactionnel, c'est-à-dire que le milieu réactionnel, il est liquide, d'accord? Et là, le fil de platine est solide. Solide, c'est pas la même phase que liquide, donc on va parler d'une catalyse hétérogène. Également par un navet, c'est-à-dire que si vous mettez des morceaux de navet dans de l'oxygéné, et bien croyons, on va avoir des bulles. Donc là, on va parler d'une catalyse également à connaître enzymatique. En fait, dans le navet, on a ce qu'on appelle la catalase, qui est une enzyme, et cette catalase permet de décomposer également l'oxygéné. On retrouve également cette catalase dans notre sang à nous, c'est-à-dire que si vous mettez de l'oxygéné en présence de notre sang à nous, vous allez voir que l'oxygéné va mousser, parce que la catalase contenue dans notre sang va réaliser la réaction de décomposition de l'oxygéné. Autre type de catalyse par une solution de chlore de fer 3. Alors c'est une réaction que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, en gros, ça va illustrer donc une catalyse homogène. D'accord? Une catalyse homogène, bon, c'est assez facile à comprendre, c'est une catalyse où finalement, cette fois-ci, le catalyseur et le milieu réactionnel appartiennent à la même phase, d'accord? Donc en gros, le chlore de fer 3, c'est quelque chose qui est aqueux, l'oxygéné est également donc liquide, hein, mais qui est dissous dans l'eau, donc c'est aqueux également. Et donc en gros, vu qu'ils appartiennent à la même milieu, on n'a qu'une phase, et ben ça va être donc une catalyse homogène. Cet exemple, on va en parler tout à l'heure, il va illustrer très bien comment en gros fonctionne un catalyseur, d'accord? Et là, je vous mets la définition qu'elle connaît par cœur. Donc en gros, qu'est-ce que c'est un catalyseur? C'est une entité, c'est pas un facteur cinétique, hein. Attention, hein. Ça souvent le met, c'est une entité qui accélère une réaction chimique, et l'autre particularité du catalyseur, c'est qu'il n'est pas consommé, c'est qu'il est restitué à la fin. Donc là, vous avez l'exemple, donc il faut savoir que le chlore de fer 3, il est jaune. Ok, on va mettre du chlore de fer 3, et d'un coup, ça va être cette couleur-là, marron foncé. Ok, ils vous mettent une sorte de bûchette incandescente en fait à la sortie, hein, vous voyez qui est numéroté 1 et 2. En fait, c'est pour prouver qu'il y a du dioxygène qui se dégage, donc en fait, ça ravive une bûchette incandescente qui se rallume. Et ensuite, quelques instants après, ça redevient jaune. Donc en gros, le fait que ça redevienne jaune, que ça reprenne la couleur initiale, ça prouve en gros que le catalyseur est restitué à la fin. Alors je vous ai mis ici que cet exemple illustre bien le fonctionnement du catalyseur, je vais vous montrer avec la diapo d'après. Donc en gros, je vous ai mis les couples en présence. Donc l'oxygéné, la voici. Oxydant, réducteur. Hein. On a des fois acide-base, mais là c'est oxydant-réducteur. Et vous voyez que l'oxygéné, encore une espèce qui peut être à la fois oxydant-réducteur, on peut parler également comme acide-base d'espèce ampholyte. Ça, c'est le couple du fer. Donc en gros, il va se passer deux réactions. Donc en gros, hein, c'est la même règle, c'est gamma fléché, H2O2 va réagir avec lui-même, oxydant réagir avec réducteur, pour former O2, caractérisé par la bûchette, et de l'eau. Ça, c'est super bon, d'accord? Mais si on met du chlore de fer 3, d'accord, donc fer 3+, ben fer 3+, va réagir avec H2O2 pour former du O2 et Fe2+. C'est la réaction 1 que je vous ai mise ici. Et cette réaction 1, elle est rapide, d'accord? Tout de suite, elle est immédiate.
Donc ça va former en fait des ions fer de plus qui eux sont bruns. En fait ils sont verts, mais avec la couleur jaune ça va vous donner quelque chose de brun en solution, ils sont très concentrés. Mais, donc en gros ces ions Fe de plus sont des réducteurs, et ils vont réagir avec H2O2, cette fois-ci en position d'oxydant. Ça va vous donner la réaction 2 qui est ci-dessous. D'accord? On voit bien quand il y a eu production d'H+, qui vont justement, on va s'en servir ces ions H+, pour que la réaction se fasse. Qu'est-ce qui va se former? Eh bien des ions Fe3+, et de H2O. Donc en gros, les ions Fe2+, ont été là juste d'un point de vue intermédiaire, puisqu'on va récupérer les ions Fe3+, de départ. Et cette réaction est également rapide. C'est pour ça que je vous dis qu'en gros, le catalyseur ne va pas être consommé, parce qu'effectivement, on récupère ce qu'on a eu au départ. Donc voilà pourquoi cet exemple illustre bien le fait qu'un catalyseur, donc il va accélérer une réaction, puisqu'on se retrouve avec deux réactions rapides, et qui n'est pas consommé, puisqu'on retrouve les ions Fe3+, qu'on a versés au départ, donc les ions qui étaient jaunes en solution. Dernier point, sur la sélectivité des catalyseurs, donc voilà, c'est juste que vous devez le savoir. Donc on vous a dit, un catalyseur c'est vraiment une course pour les entreprises, pour tout ce qui est réaction d'industrie, c'est très important de trouver toujours le bon catalyseur. Ils ont d'autres propriétés, ils ont plein de qualités ces catalyseurs, ils ont également la propriété d'être sélectifs. C'est-à-dire qu'ils vont accélérer une réaction, mais des fois qu'ils vont accélérer juste un type de réaction. Alors vous avez ce schéma, alors il vaut ce qu'il vaut, il n'est pas forcément compréhensible, j'espère que vous arrivez à le voir. C'est juste pour illustrer l'exemple. Vous avez de l'éthanol, noté CH3, CH2OH, donc éthanol. Donc l'éthanol a deux possibilités. Soit on le fait chauffer sur du cuivre, donc CU chauffage, soit on le fait chauffer Al2O3 sur de l'alumine. D'accord? Dans ce cas-là, il y a deux types de réactions. Si on fait sur du cuivre, on va avoir ce qu'on appelle une réaction de déshydratation. Et si on fait chauffer sur de l'alumine, on va avoir une réaction de déshydrogénation. Donc, déshydratation avec du cuivre, en fait, il va se former de l'éthanol, CH3, CaHO, d'accord? Et si on le fait sur de l'alumine, eh ben, il va se former de l'éthylène, CH2, CH2. Donc, en gros, pourtant, on part du même réactif, mais selon le support qu'on met, donc le catalyseur qu'on met, on n'a pas du tout le même type de réaction. Donc voilà en gros une autre propriété des catalyseurs. Voilà, ça c'est la fin du chapitre. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.